10 mars 1945. Un cabaret de troupes alliées prend place sur les Champs-Élysées. Le pire est derrière, la France se libère. Marlène Dietrich se produit en concert, l'un des plus de 60 qu'elle donne en Europe pendant la Libération. Chanteuse et comédienne, elle incarne l'idéal féminin pour les soldats. Mais quel était le destin des artistes féminines en France pendant la Seconde Guerre mondiale? Pour le découvrir, revenons en arrière. Confiance et bonne humeur que nos meilleurs artistes se font un généreux devoir d'aller entretenir dans la zone même des armées. Parmi les artistes au front, nous trouvons des noms moins célèbres que Joséphine Baker. Blanche de Neige! Les artistes se produisent pour les soldats, elles brisent l'ennui et redonnent le moral, tout comme leurs collègues masculins, mais avec une mission supplémentaire. Lord Diana! Maintenant, le mouvement très à la mode, certainement. Tous les soirs, devant le public, je lève la jambe avec beaucoup de chier. Toutefois, chacun est unanime à reconnaître la suprématie d'une belle vision de mollets féminins sous des jupettes qui volaient au moindre courant d'air des coulisses. Privés de présence féminine, artilleurs, fantassins, aviateurs et pompons rouges sont prêts à faire l'union sacrée devant l'apparition du moindre cotillon qui se déhanche dans une aura de canaillerie. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé dans le même wagon à Retourne que celui de 1918. Hitler a choisi ce lieu avec soin, voulant symboliser la revanche de l'Allemagne sur la défaite précédente. Les militaires allemands laissent leur témoignage. Paris a été déclarée ville ouverte et nous l'avons occupée sans combat. Le cœur de la France dans nos mains, fantastique. D'autres ajoutent. Le Louvre vidé pour sa plus grande part, à l'exception des grandes sculptures antiques. La presse de l'époque reflète la politique des occupants à Paris. Les magazines Vedette et Ciné Mondial, dédiés à la vie culturelle, adoptent une vision apolitique en divertissant le public avec des concours et des articles sur les artistes. Cependant, derrière cette façade se cache la propagande allemande, interdisant toute mention des films britanniques et américains et promouvant les artistes du cinéma nazi comme Elfie Meyerhofer, Sarah Leander et Leni Maronbach. En 1942, Ciné Mondial publie en 10 parties le reportage d'un fameux voyage à Berlin des artistes français, une campagne de propagande allemande parrainée par la Continental, société de production financée par les Allemands. Les artistes français deviennent ainsi une façade de la collaboration artistique. Daniel Darieux participe à ce voyage pour promouvoir son film Le Premier Rendez-vous, financé par la Continental, en échange de la libération de son amant, détenu par la Gestapo. Joséphine Baker, en revanche, est l'un des rares exemples d'artistes engagés dans la résistance. Et voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. À la Libération, tout semble revenir à la normale sur ces images. Le public joyeux, les artistes souriants. Mais ce que la caméra ne montre pas, ce sont les comités d'épuration où les artistes sont jugés pour semi-collaborationnisme. La plupart ne subissent pas de persécution, mais certaines, comme Vivienne Romance, sont incarcérées quelques jours ou comme Suzy Delair, suspendue quelques mois. Arletty, en raison de sa relation avec un officier allemand, est incarcérée à plusieurs reprises et interdit de travailler pendant 3 ans. Les femmes sur scène sont à la fois privilégiées par leur célébrité,
mais elle se retrouve aussi sous le regard persistant du public, piégé par les projecteurs. Elle continue de sourire et de réaliser leurs performances, d'abord devant les soldats français durant la drôle de guerre, puis ceux de la Wehrmacht pendant l'occupation, et enfin aux Alliés durant la libération.